baissais mon pantalon, on m'enfermait dans les toilettes, on s'asseyait sur ma tête. Quand j'étais en 5e, on m'a cassé le tibia. Je suis anorexique boulimique, mais je fais aussi de l'hyperphagie. Je me droguais vraiment beaucoup, je buvais de l'alcool alors que je déteste ça. Peut-être que je serais même plus là aujourd'hui en fait. Donc non, clairement ça m'a sauvé la vie, même si ça me l'a un peu gâché en même temps. Au jour d'aujourd'hui, je me suis pas refait vomir. Donc Bravo. merci. Là en fait, j'apprends avec ma conjointe à avancer dans la vie et c'est plutôt cool en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour Alex. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Super. Écoute, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. En plus, c'est la première fois que j'enregistre un épisode avec quelqu'un qui est déjà venu sur le podcast. C'est vrai. Donc, un peu inédit. En effet, du coup, pour les personnes qui ne le savent pas, tu as témoigné sur la non-binarité dans l'épisode numéro 4 du podcast. Donc, en plus, au tout début. Oui. Donc, on a glow up depuis. Ah oui, c'est sûr. Donc, ça me fait hyper plaisir de te revoir. Bah moi aussi. Du coup, pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode et qui du coup ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire une petite présentation de Ouais, qui bah tu tu es? sais, bah moi du coup c'est Alex, je suis une personne non binaire, j'utilise les pronoms masculins et neutres. Euh, Après voilà, je sais pas trop quoi Qu'est-ce que raconter t'aimes d'autre. faire dans ta vie? C'est quoi tes passions? J'aime beaucoup l'art, tout ce qui touche aux langues, la civilisation, tout ça, c'est un peu mon dada. Trop bien. Super. Du coup, aujourd'hui, on va parler donc de sujets quand même assez difficiles. Donc, petit trigger warning. On va parler donc de harcèlement scolaire, de troubles du comportement alimentaire, de violences sexuelles, de santé mentale et de séjours du coup en hôpital psychiatrique. Donc, si jamais ces sujets sont difficiles pour vous, pensez à vous préserver. Du coup, pour qu'on comprenne un petit peu ce que tu as vécu, comment est-ce que tu en es arrivé, notamment à l'hospitalisation dont on va discuter ensemble, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, comment tu as grandi, dans quel contexte? Ouais, alors j'ai grandi dans une famille à la base que je pensais très saine et très heureuse. C'est en grandissant que je me suis rendu compte des choses. Donc il y a déjà eu pas mal dans mon enfance de traumatismes. Donc j'ai eu un père qui était très absent. Il était à la maison mais très absent. Ok. Euh, bon, il était aussi absent de la maison souvent, mais voilà. Ouais, je vois. Euh, Après, oui, j'ai eu donc ce traumatisme-là. En plus de ça, il était assez violent envers moi. Euh, donc ça m'a pas mal marqué. Il y a eu aussi des décès dans ma famille qui n'ont pas trop aidé, mais bon, ça c'est la vie, quoi, Mm. ça arrive. Mais très très jeune, j'ai rencontré le harcèlement scolaire en fait dès la maternelle. Ok. Donc c'est surtout ça qui m'a suivi en fait pendant tout, tout le Toute temps ta où j'ai grandi en scolarité, fait. ouais, Ouais, toute ouais. ma scolarité pratiquement, ouais. Ok. Et quand tu étais en maternelle, enfin, ça se manifestait comment, ce harcèlement, quand tu étais tout petit? Bah, ils voulaient pas jouer avec moi. Ils disaient que s'ils me touchaient, ils allaient mourir. Ah ouais. Ouais, ouais, non, on me lançait des trucs dans le visage. Ouais. Donc dès le plus jeune âge, quoi. Alors Ouais, que ouais, des fois, ouais. on Oui, se oui. dit que ça commence plus tard, mais en fait, toi, pour le coup, dès très jeune, t'as Ah vécu oui, je ça. devais avoir peut-être 4 ans quand ça a Mm. commencé, voire 3 ans, je sais pas, mais Ouais, donc dès le tout départ, quoi. voilà, pratiquement dès le début de l'école, quoi. Mm. Donc, Et tu savais pourquoi est-ce que les enfants avaient ces comportements envers toi? Enfin, qu'ils donnaient des justifications sur ça ou... non, pas tellement, non. Mm. C'était juste, bah, toi, t'es comme ça, donc Ouais, voilà. ok. Je pense que je devais peut-être déjà avoir des questionnements sur mon identité de genre, je pense. Mm. Parce que j'étais un garçon manqué, alors je déteste cette expression, Mm. mais c'est comme ça que tout le monde m'appelait. Mais pas totalement, parce que de l'autre côté, je faisais aussi des jeux très féminins, Mm. très, voilà, connotés féminins. Donc, Ouais.
Je pense que les gens étaient un petit peu perdus dans ça, Mm. déjà à l'époque. Après, je sais pas, c'est une hypothèse Oui, que j'ai mais ça fait, peut, ça mais peut être lié, quoi. voilà, c'est ça. Je Mm. pense que ça doit être lié. Ok. Et du coup, comment est-ce que ça a évolué ce harcèlement scolaire au fur et à mesure de ta scolarité? Bah, en fait, ça s'est empiré. Chaque année, ça devenait pire. Donc, déjà, dans l'école primaire, maternelle, c'était compliqué. Donc, une fois que je suis passée en primaire, Mm. j'ai gagné un gain de violence en plus. Ok. Où là, on me baissait mon pantalon, on m'enfermait dans les toilettes, on s'asseyait sur ma tête. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Mm. Euh, mais j'avais du mal à. Enfin, j'en parlais pas en fait à mes Ouais. parents. Pour moi, c'était juste l'école. Et puis de toute façon, je sais pas, à cet âge-là, je pense que tu penses pas trop Mm. que c'est si grave que ça en fait. Ouais, je vois. Et t'avais quand même des alliés un peu à l'école où t'étais vraiment tout seul, t'avais personne à qui te Oui, confier? j'avais quand même quelques alliés, mais c'était un peu compliqué parce qu'à Mm. l'école, quand t'es jeune, bon, de toute façon, les amitiés sont un peu volatiles, Oui. ça change. Donc c'était un peu par période, de temps en temps, et les personnes faisaient pas grand-chose non plus. Mm. Juste, elles me parlaient, des fois jouaient avec moi, tout ça, mais c'est tout. Mm. Ok. Et après, comment est-ce que ça a évolué du coup à partir du moment du collège? Alors là, le collège, moi, je pensais que ça allait être la fin. J'espérais vraiment que ça serait la fin parce que je me disais si ça empire, comment je vais faire? Mm. Et en fait, bah, pas du tout. Enfin, je me suis retrouvée dans le collège, du coup, avec tous les gens Mm. de l'école où j'étais, plus, du coup, des personnes plus âgées. Et là, ça a été vraiment compliqué. Là, c'est vrai que bah, j'ai eu un peu l'impression qu'il y avait tout le collège contre moi. Mm. Et ça a été vraiment, vraiment compliqué. J'ai fait des mauvaises rencontres en plus à ce moment-là. Donc, ça a été très toxique. Et en fait, c'est un peu là où j'ai commencé à complètement déconner, quoi. Enfin, Mm. à perdre pied. Ok. Et pour qu'on comprenne un peu, parce que peut-être pour certaines personnes c'est un peu flou le harcèlement scolaire, est-ce que tu es ok pour expliquer comment est-ce que ça se Ouais, passait toi au quotidien, oui, notamment au oui. collège, des exemples de ce que tu pouvais vivre? Bah, au collège, c'était vraiment quotidien de toute façon. Donc on venait me bousculer, personne voulait s'asseoir à côté de moi. Donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses assez discrètes, on va dire, enfin comme refuser de s'asseoir à côté de moi ou quoi. Mm. Ils allaient même voir les profs pour pas se mettre à côté de moi. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc bon, voilà. Et puis bah il y a eu Enfin quand j'étais en cinquième, on m'a cassé le tibia. Donc j'ai une fêlure sur le tibia. Et ça s'est passé dans la cour en fait. Et personne n'a rien fait. Même les surveillants qui ont vu, ils ont rien fait. Ah ouais. Donc Donc ultra violent là quand même, on atteint un voilà, stade. c'est ça. Il y avait des choses très discrètes, mais à côté très violentes aussi, quoi. Mm. Et donc il y a eu ça. Pendant 2 mois, j'ai dû faire comme si j'avais rien en fait, parce que bah, déjà de un, je n'osais pas parler à mes parents, et de deux, je savais pas quoi leur dire en fait. Enfin, tout simplement, euh, comment leur expliquer cette blessure. Donc j'ai attendu, je leur ai un peu expliqué, ils m'ont pas trop cru au début, ils pensaient que j'en rajoutais, tout ça. Mm. Donc j'ai dû continuer à marcher, faire du sport, donc je faisais de la gym à l'époque. Ah ouais. Ah mais tu Euh, devais avoir super mal. donc c'était horrible, Ouais. mais en fait le truc aussi c'est qu'à la gym c'est hyper normalisé d'avoir des blessures, Mm. donc t'as mal mais tu continues en fait. Donc pendant 2 mois j'ai continué avec mon tibia cassé à faire de la gym, et au bout d'un moment j'ai pété un câble en Mm. fait. Donc voilà, et ça a été très mal soigné aussi, j'ai vu plus d'une trentaine de médecins différents qui m'ont tous dit des choses différentes. Ah ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui encore j'ai cette blessure qui me suit au Mm. quotidien, quoi. Ah ouais. Ouais, Donc ça ouais. a vraiment eu un impact pour le Ouais, coup, pas que psychologique, mais aussi ouais, physique c'est ça. encore aujourd'hui. Ok. Et ils avaient fait comment pour te casser le tibia? Ils avaient donné des coups Bah, en fait, il me bousculait, Ouais. on m'a donné des coups. En fait, pour moi, c'est hyper Oui, c'est flou. flou, Donc, j'imagine, bien sûr, ouais. enfin, je me souviens juste me faire bousculer. Mm. Je me souviens que enfin, que j'étais tombée en fait, c'était juste devant les toilettes et il y avait un escalier un peu, enfin, une marche. Mm. Et il m'avait fait tomber dessus et il me tapait et tout. Mais Mm. j'ai pas trop fait attention sur le coup où est-ce qu'il me tapait ou quoi. Enfin, Mm. j'étais juste en dissociation complète, Oui, en bah oui, fait. normal. Donc, voilà, mais
Mm. Ouais. Et les professeurs, le corps éducatif, etc., ils étaient au courant de ce que tu vivais? Oui, oui, ils étaient Ouais. très au courant de ce qui m'arrivait. J'avais quelques enseignants qui étaient de mon côté, j'ai de la chance. Mhm. Donc c'était plutôt bien parce que j'avais une ouverture, je pouvais parler à certains profs. Ouais. Mais la majorité, ils s'en fichaient en fait. Ou alors ils disaient oui, oui, on va faire quelque chose, et au final, ils me mettaient juste en confrontation, pardon, avec les élèves qui m'embêtaient sur le coup, et je m'en prenais plein la figure. Super, ouais. Le truc à ne pas faire, quoi. Voilà. Donc, en fait, ouais, ça a juste empiré tout ce que j'avais pu imaginer en fait. Mm. Parce que donc j'ai commencé à parler à mes parents du harcèlement en cinquième. Mais c'était très léger, je disais Ouais. ça, Oui, tu voilà. Je minimisais les faits. minimisais vraiment beaucoup. On avait quand même parlé avec le directeur, tout ça, mais bah voilà, il m'avait juste fait confronter les élèves, Mm. et c'est tout. Ouais. Après, il y a eu l'année d'après où on est allé les revoir, donc en quatrième, parce que ça avait empiré encore. Et pareil, rien de spécial de fait. Là, vraiment, il n'y a rien eu de fait. Mm. Ils ont juste dit oui, bah c'est comme ça, quoi. Donc, ok. Super. Et en troisième, j'y suis retourné une autre fois, une dernière fois, pour leur dire que je changeais en fait de collège, parce Mm. que là, c'était plus possible. J'ai fait juste un mois et demi en fait dans le collège en troisième, Ok. et j'ai changé. Donc, ma mère est prof, donc je suis allé dans son collège. J'ai eu de la chance parce que du coup, le changement de collège s'est fait en quelques jours. Ça a Mm. été très rapide. J'ai eu le temps de prévenir personne. Ouais. Voilà, donc je suis vraiment parti incognito. Euh, mais ouais, ça a été compliqué aussi d'en arriver jusque-là. Bah ouais, c'est sûr, c'est pas normal, Et quoi, voilà, que ce soit c'est à toi ça. de partir. Voilà, tout à fait. Et c'est surtout ce qui m'a marqué, c'est le rendez-vous du coup de départ que j'ai eu avec mon prof principal et bah, le directeur du collège, qui en gros m'ont dit «Beh, de toute façon, vous avez beau changer de collège, le problème il vient de vous, donc ça vous suivra en fait». Ah ouais. Voilà. Oh, Donc mais quel enfer de dire ça. bon voilà, j'étais un peu en mode bah oui, il a raison, et bah en fait, je vais jamais m'en sortir quoi. Je voyais de sortie nulle part, vraiment. C'est fou quand même de dire à un enfant le problème vient de toi alors que l'enfant se confie en disant qu'il a harcelé. Enfin, je trouve ça vraiment, Ah oui, c'est ignoble. c'est d'une violence, Ouais. mais vraiment Pour toi, ça a dû être horrible parce que du coup, tu as dû te dire, bah, je vais partir dans un collège et ça va recommencer ouais, et ce sera de ma faute. Et... exactement, Mm. et c'était horrible vraiment. Ouais. Et Je du me coup, sentais comment ça bloqué. s'est passé dans l'autre collège? Au début, ça allait, il y avait pas de problème, sauf que en fait, très vite, il y a eu des rumeurs qui sont passées d'un collège à l'autre. Ouais, super. Donc, parce qu'en fait, il y avait des cousins, tout ça, qui étaient enfin, des connaissances, tout Ouais. ça. Donc, évidemment, ça passe très vite. Donc, ça a été plus soft. Vraiment, je dirais pas que ça a repris comme avant, mais c'était des rumeurs, du coup, qui Mhm. commençaient à recirculer un peu. Et, pardon. Et en plus de ça, comme j'étais l'enfant de prof, Oui. voilà, j'étais un peu intéressant, entre guillemets, parce Mm. que bah, c'est ce qui se rapproche le plus d'un prof. Donc voilà. Donc ouais, ça a été assez compliqué. Il y en a qui sont allés voir ma mère carrément pour en parler de ces rumeurs, demander si c'était vrai, tout ça. Donc Ouais, c'est assez fou. délicat. Ouais, ça poursuit Ouais, même ouais, dans ouais, l'autre établissement. tout à fait. Ouais. Mm. Donc Ok. ouais. Et après, au lycée, du coup, comment ça s'est passé? Bah, je suis pas passé tout de suite au lycée en fait. Ok. J'ai redoublé ma troisième parce Ok. que le changement de collège, le harcèlement, tout ça, ça commençait à être trop pour moi. Mm. Donc j'ai redoublé, je me suis fait hospitaliser une première fois en pédiatrie pendant une semaine. D'accord. Bon, ça a pas vraiment servi à grand chose, mais bon, c'est pas Donc là, grave. c'était quoi le motif de Là, c'était l'hospitalisation? dépression, Ok. voilà. Voilà, c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à avoir mon suivi vraiment en psy, au Mm. CMP, tout ça. Ok. Et avec un médecin pédiatre du coup du CHU de Saint-Nazaire. D'accord. Donc voilà. Et donc bah, après j'ai fini mon année, il n'y a pas eu trop de problèmes, j'avais plus trop de harcèlement parce que bah ils étaient partis, les troisièmes qui Oui, c'est m'embêtaient, vrai, tout oui, du ça. coup, ouais. Donc là ça allait mieux, ça commençait à être vraiment mieux, mais j'ai vraiment développé une phobie scolaire Mm. qui m'empêchait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller en cours déjà dans le premier collège. Mm.
Et ça m'a poursuivi jusqu'à la fin du collège, même au lycée. Ok. Et donc justement, le lycée, après, comment ça s'est passé? Et bah, le lycée, j'ai tout fait pour aller dans un autre lycée que celui qui m'était prédestiné, hein. Ouais. Parce que c'est là qu'il y avait tout le monde, tous mes harceleurs. Donc, directement, j'ai tenté de partir à Saint-Nazaire. Mm. Là, je connaissais personne. C'était un énorme lycée. Et ça m'a changé la vie, vraiment. Enfin, j'ai pu commencer à respirer. J'avais pas plus d'amis que ça ou quoi, mais au moins, je me faisais pas embêter au quotidien. Je me faisais pas frapper, cracher dessus. Mm. Enfin, j'étais tranquille, quoi. Oui, ce qui devrait être normal, Voilà, c'est évidemment. ça. Je commençais à reconnecter un peu avec la normalité, en fait, à Mm. l'école. Enfin, la non-violence. Ouais. Et c'est vrai que c'était un lycée très très gaucho, très activiste, donc voilà, c'était assez safe, Ouais, tu t'y même sentais bien. ouais, pour être LGBT, t'étais vraiment chez toi, il n'y Ouais. avait pas de souci. Ok. Donc là, j'ai vraiment pu commencer à être moi-même et arrêter de me forcer à rentrer dans les cases, tout ça. Donc Mm. j'ai commencé à revivre un peu, mais ça a pris du temps. C'est surtout en terminale que j'ai commencé à mieux me sentir à l'école. Enfin, Mm. Ok, ça ça a pris du marche. temps. Ouais. Et tout à l'heure, quand tu parlais du coup du harcèlement au collège et tout, tu disais que tu avais aussi fait des mauvaises rencontres. Tu parles du coup à côté du collège, c'est ça? Non, dans Dans le le collège, collège, ouais. ok, d'accord. Et donc en dehors du collège, t'avais pas non plus, ou du lycée après, t'avais pas non plus d'espace safe où tu pouvais t'épanouir? Je me suis renfermé énormément sur moi-même et en fait, je me suis créé un peu ma safe place avec le virtuel. Ouais. Alors, c'est un peu cliché, hein, mais vraiment, j'avais plein d'amis virtuels et je suis encore ami avec eux aujourd'hui. Ouais. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et ça m'a permis de pouvoir discuter et rencontrer des personnes plus saines que dans mon quotidien, en fait. Hmm. Ok. Et donc, quand on termine le lycée, au final, tu commences à aller mieux. Euh, Euh, Pas tout à Pas fait. tout En à fait, fait. la terminale, elle est un peu. Ça se contredit un peu Ok. parce que c'était un peu la pire année de ma vie et la meilleure. Enfin, Mhm. ça a été vraiment compliqué. En fait, c'était le lycée qui était un peu ma safe place en D'accord. terminale parce qu'à la maison, c'était très compliqué avec ma mère, tout ça. Euh, donc là, vraiment, je me suis fait ma safe place avec aussi une prof qui m'a énormément aidé, vraiment. Mais oui, ça a commencé à aller mieux dans le sens où j'ai commencé à pouvoir parler de vive voix, en Hmm. fait. Et j'avais un suivi aussi qui commençait à dater. Donc je commençais à avancer aussi mentalement. Mais j'ai eu une autre hospitalisation en fait en terminale. Ok. Encore en pédiatrie pendant une semaine, mais cette fois-ci pour les TCA. Ok. Et en fait, le médecin qui me suivait de base, en fait, tous les mois, il me disait que mes TCA n'étaient pas très graves Mhm. et qu'il fallait que je reperde du poids. Et en fait, il a fini par gagner, en fait, en quelque sorte. Et donc, je me suis fait hospitaliser pendant une semaine et ils m'ont refait sortir alors que j'avais reperdu du poids là-bas. Hmm. Donc, pas très Oui, ça n'a pas logique. été très bien fait, quoi. Mais ouais, j'ai un peu la poisse, en fait, avec les médecins, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est passé un peu incognito, quoi, Hmm. cette semaine-là. Elle n'a pas servi à grand-chose. Ok. Et justement, donc tu nous parles de troubles du comportement alimentaire. À partir de quand tu as commencé à en développer et comment ça se manifestait pour toi? Euh, alors, j'ai un peu de mal à vraiment situer quand est-ce que ça a commencé. C'est un peu compliqué. De toute façon, les TCA, ça arrive très Ouais. discrètement, très fourbrement. Hmm. Euh, je dirais que c'est arrivé au moment où j'ai arrêté de faire du sport, en fait, à cause de mon genou. Enfin, Ok. à cause de ma blessure, Ouais. clairement. Le tibia. Voilà, c'est ça. Donc ouais, je pense bah ouais, fin de cinquième, enfin début de cinquième, mais j'avais essayé de reprendre le sport, tout ça, mais ouais, je pense que c'est surtout à ce moment-là où j'ai pris vraiment du poids et ça a été très compliqué parce que pour moi, j'avais rien changé dans mon quotidien, à part Ouais. le sport en fait. C'est Hmm. juste ça qui m'a fait gagner énormément de poids et j'ai pas su comment le gérer et mon ami du collège m'a fait rentrer clairement dans tout ce qui était TCA, automutilation, tout ça. Enfin, Hmm. ça a été vraiment l'entrée pour moi dans
ce monde un peu sombre. Ok, je vois. Donc plutôt initié par quelqu'un d'autre. Oui, Ouais. ouais, totalement. Donc toi, c'était plutôt privation de nourriture, ce genre de choses. En fait, enfin, j'ai des périodes. Enfin, Mm. je suis anorexique boulimique, Ok, mais je fais aussi de l'hyperphagie, du coup. Enfin, ok. en Peut-être en- tu peux expliquer les différents termes pour ouais. les personnes qui connaissent pas. Alors, bon, je vais essayer de faire assez bref. Oui, t'inquiète. Euh, bon, l'anorexie, c'est déjà celui qui est le plus Connu, connu. ouais, clairement. Euh, voilà, bon, il y a beaucoup de stéréotypes autour de ça, mais l'anorexie, vraiment, moi, ça se manifestait par des périodes vraiment où j'avais beaucoup de mal à m'alimenter, ou alors je mâchais et je recrachais ce que j'avais sous la main, Ouais, pour au moins avoir le goût, en fait. ok. Et en fait, ouais, j'ai commencé à vraiment essayer de trouver plein de petites astuces, plein de choses comme ça. Ça a été vraiment compliqué à gérer. Mm. Euh, La boulimie ouais, ensuite, du coup. donc la boulimie, ouais, après, en fait, elle se mélangeait un peu avec mon anorexie Mm. parce que du coup, bah, je faisais de l'anorexie vomitive aussi. Ok, Donc, en fait, je vomissais pratiquement tout le temps, en fait. Donc après mes grosses crises de boulimie, voilà, vraiment je me faisais vomir, je prenais des laxatifs. Enfin, j'ai eu une grosse addiction aux laxatifs pendant un long moment, ok. qui s'est arrêtée avec mes hospitalisations en psychiatrie en fait. Euh, et après, bah, l'hyperphagie, du coup, c'est vraiment l'incapacité de s'arrêter de manger sans chercher de moyens pour Éliminer la éliminer nourriture. en fait, Mm. sans vomir, sans faire de sport, prendre de laxatifs, tout ça. Mm. Ok, donc t'alternais avec ces différentes Voilà, phases. c'est ça. Mm. Et des fois, c'était un peu en même temps. Enfin, c'était compliqué. C'était un peu bizarre. Mm. Ok. Et donc, tu nous parles de la terminale qui a été à la fois bien et à la fois compliquée. Tu dis que c'était difficile à la maison, au-delà du harcèlement scolaire. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que c'était par rapport, notamment, tu parlais de la cause LGBTQ+, est-ce que ça a été lié à ça? Comment Alors, ça s'est passé pour ouais, toi? il y a eu plusieurs choses. Donc, oui, il y a eu bah, le fait que je commence à dire au public, on va dire, que je suis non-binaire. Ça, ma mère a eu beaucoup de mal à l'accepter. Que déjà, même encore aujourd'hui, elle a du mal à accepter qu'au lycée, il m'appelait Alex. Mm. Et que les profs acceptaient, en fait, tout ça. Elle était choquée en tant que prof que ça Ok. arrive. Euh, donc il y a eu ça, j'avais une relation très compliquée avec ma mère, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça marchait pas en fait Mm. entre nous à ce moment-là. Mon père, je le voyais plus de toute façon. Ouais, ça a été assez compliqué en fait. Ouais, à la maison, il y avait juste ma sœur en fait qui était là pour moi. Ouais. Et même j'avais beaucoup de mal à lui parler à elle aussi parce que c'est ma petite sœur, donc voilà. Et ouais, il s'est passé plusieurs choses en fait. Il y a eu un procès contre un de nos parents, donc il y a eu ça aussi qui Mm. a duré pas mal de temps. Donc Ouais, c'était un voilà, contexte c'était difficile. un contexte très compliqué. Mm. Il y a eu des enquêtes, des expertises psychologiques, tout ça qui ont été très compliquées, qui ont bousculé pas mal de choses dans ma tête aussi. Donc ouais, Mm. c'était pas, Pas une période facile. voilà, je Mm. savais pas trop où trouver un endroit pour moi, quoi, Mm. safe, à part le Ok. lycée. Ouais, je vois. Et donc après le lycée est venu le temps des études sup. Et c'est aussi à ce moment que tu as eu plusieurs hospitalisations Ouais. plus longues, cette fois-ci en psychiatrie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est arrivée la première hospitalisation, pourquoi elle était? Alors ça remonte à assez, enfin un an avant en Ok, fait, parce que j'ai fait une année de césure d'accord, pour partir au pair et ça s'est pas du tout bien passé. Je me suis fait virer au bout de 3 mois parce que la famille était totalement psychophobe. d'accord. Donc ça a été un coup très dur pour moi, surtout qu'ils me l'ont clairement dit que c'était à cause de ma santé mentale qu'ils m'ont viré. Donc ça a été très compliqué pour moi de me dire je peux retrouver notre famille derrière. Donc en fait, je suis rentré en France et je me suis complètement isolé. À cette période-là, je me suis fait en plus quitter par ma copine de l'époque. Mm. Donc je suis vraiment retourné très profond dans le sombre. Ouais.
Et puis, bah, pareil, j'étais de retour chez ma mère, donc ça m'a fait un peu bizarre aussi. C'était complètement bizarre pour moi, je me sentais pas à ma place. Euh, j'ai fait un service civique et tout, mais pareil, il y a eu le Covid, donc ça s'est Ouais. arrêté. Et en fait, c'est un peu ça aussi qui a un peu débuté bah, la raison pour laquelle je suis arrivé en HP en fait. Ok. Dans le sens où bah, j'ai voulu reprendre mes études, mais c'était compliqué parce que déjà ça faisait un an que j'avais pas fait d'études. Mm. Et en plus de ça, c'était en distanciel. Oui, la Donc joie. c'était Mm. assez compliqué et j'étais en langue. Donc j'apprenais le russe. Apprendre le russe en distanciel, c'est très compliqué. Mm. Euh, donc j'étais en plus de ça perdu dans mes études alors que c'était ma passion, les langues. Donc vraiment, je me retrouvais plus et je me retrouvais tout seul dans mon studio. Voilà. Donc c'était très très compliqué. J'avais pas de diagnostic encore sur mon trouble de la personnalité borderline. J'étais juste enfin, diagnostiqué dépressif et avec des TCA. Mm. C'est tout. Ok. Donc c'est vrai que bah du coup ça a été compliqué. J'avais pas de traitement très stable, Ouais, enfin pas adapté en tout pas cas. adapté en tout Mm. cas, c'est ça. Donc l'isolation a fait que c'est devenu très très dur pour moi de me retrouver tout seul tout le temps, dans le silence, pouvoir parler à personne, tout Mm. ça. Donc là, vraiment, j'ai vraiment commencé à faire remonter enfin, tout ce qui s'était passé dans ma vie, Ouais. en fait. Et là, c'est le moment où j'ai complètement pété un câble, en fait. Pendant le Covid, je me droguais vraiment beaucoup, je buvais de l'alcool alors que je déteste ça. Enfin, vraiment, j'étais partie un peu en live. Ouais, comportement autodestructif. Voilà, totalement, Mm. totalement. C'était horrible. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a mené à à l'hospitalisation? Et du coup, en fait, bah, l'hospitalisation, c'est un peu, ça m'est tombé dessus d'un coup. C'était un rendez-vous avec ma psy du SUMS, donc de l'université, Mm. qui, pendant le rendez-vous, en fait, m'a dit, mais en fait, ce que vous me dites, c'est très grave. Et en fait, elle m'a interdit de partir. Elle m'a dit d'appeler une amie pour qu'elle vienne me chercher Mm. et qu'elle m'emmène sur le champ aux urgences psychiatrie en fait de Nantes. Ok. Donc moi, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je sortais d'une soirée, enfin pour moi Ouais, t'étais pas voilà, prêt. voilà, Ouais. c'est ça en fait, c'était enfin je m'étais réveillé chez mes potes dans le lendemain de soirée, j'étais en mode bon bah je reviens à toutes Mm. et au final bah non, hein, c'est Mm. pas ce qui s'est passé du tout. Ouais. Donc je suis arrivé aux urgences psy, donc ça a été très long avant qu'on me prenne en charge. Mm. C'est les urgences hein, de toute Ouais. façon. Et quand je suis arrivé là-bas, donc j'ai vu la psychiatre de l'unité, enfin du secteur psy. Ok. J'ai discuté un peu avec elle et là, bah, elle a confirmé ce que la psy leur avait dit en fait. Donc pensée suicidaire, enfin vraiment, c'était très très noir. Mm. Donc là, elle m'a dit, mais en fait, il faut qu'on vous hospitalise. Sauf que pour moi, c'était très compliqué enfin, à la base, j'allais juste chez la psy, quoi. Ouais. C'était très compliqué pour moi d'entendre que j'avais besoin de me faire hospitaliser, même si j'en étais conscient en vrai. Mais même pour moi, il y avait toute une organisation. J'avais un chat, donc fallait que je m'en occupe. J'avais mes études, Mm. pardon, mes études. Donc pour moi, c'était hors de question en fait de remettre pause dans mes études. Donc voilà, mais ils m'ont dit, bah écoutez, vous revenez la semaine prochaine, dans quelques jours. Vous restez chez votre ami en attendant, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et vous vous organisez, et puis bah, on voit ce qu'on fait. Mm. Et puis bah, ils ont bien reconfirmé la chose, et donc c'est là que je suis arrivé en psychiatrie. Ok. Mais je m'y attendais vraiment pas, quoi. Mm. Et comment ça s'est passé du coup cette première hospitalisation? Donc c'était dans un contexte assez particulier parce que c'était le Covid. Donc au début, en fait, j'ai dû rester une semaine entière dans ma chambre isolée. Donc là, c'était pareil, très Ouais, compliqué. tu m'étonnes. Enfin, je comprenais pas pourquoi il m'avait sorti de mon studio tout seul pour me remettre dans Mm. une chambre tout seul, en Mm. fait. Et bon, ça a été compliqué. Le psychiatre qui me suivait, c'était un psychiatre interne.
donc un étudiant. Mm. Et il était, donc j'ai rien contre les étudiants, mais celui-là en particulier euh, était pas très safe, quoi. Ok, Il me poussait un peu à bout. Il me disait clairement que son but à lui, c'était de me faire pleurer. d'accord. Sympa comme méthode. Voilà. Parce qu'en fait, je pense qu'il était très frustré par rapport à moi parce que vraiment, je me suis mais renfermée à fond quand je suis arrivée. Je sortais pas de ma chambre, je parlais pas du tout, j'arrivais pas à formuler en fait tout ce qui m'arrivait parce que Mm. vraiment, je me prenais la vague de toute ma vie Ouais, c'est de ça. traumatisme dans la figure et je savais pas comment moi-même le comprendre dans ma tête, quoi. Par où Enfin, commencer, quoi. ouais, j'arrivais pas à le process moi-même déjà, donc comment le dire à quelqu'un d'autre, quoi. Mm. Donc il a été très très frustré, je pense, par rapport à ça. Et ouais, il m'a poussé à bout plusieurs fois. Il m'a forcé à prendre des permissions. Euh, Ça a été horrible pour moi parce que du coup, donc, c'était juste en après-midi au début. Mais pour moi, c'était très compliqué de prendre les transports. Je partais en dissociation dès que je sortais, en fait, et qu'il y avait trop, enfin, du monde. Donc en ville, c'est compliqué. Euh, et ouais, je partais vraiment très loin quand je partais en dissociation. C'était très compliqué de reconnecter à la vraie vie. Et j'ai eu un peu de malchance aussi en rentrant, du coup, en retournant à l'HP. Pratiquement à chaque fois, je recroisais à l'arrêt de tram une de mes harceleuses. Ah ouais, super. Du coup, ça aidait pas du tout en Ouais. fait. Mais il comprenait pas du tout le psychiatre. Et en fait, il me confrontait vraiment par Mm. rapport à mes difficultés et il me disait mais pourquoi et bah moi je savais pas enfin et vraiment il me poussait à bout et il partait dans des trucs qui me faisaient peur au final. Mm. Au lieu de me rassurer, il me disait mais oui mais peut-être que vous allez vous faire agresser par quelqu'un dans le métro Tram. dans le tram tout ça. Non, mais c'est quel genre de Et médecin, ça? j'étais, enfin vraiment, je comprenais pas du tout Ouais. ce qu'il voulait, vraiment. Bah ouais, c'est hyper bizarre en vrai. Et il a fini par me faire sortir, en fait, au bout d'un mois, alors que je me sentais pas du tout prêt. Et en fait, c'était juste après une confrontation avec mes parents. Ok. Euh, Ils m'avaient forcé à la faire. C'était la première fois que je revoyais mes parents tous les deux ensemble, en plus, depuis leur divorce. Donc ça a été très compliqué. Je me suis retrouvée au milieu des deux Ouais. à devoir à être forcée de leur raconter mes traumatismes d'enfance, tout ça. Mhm. Et j'avais parlé de mes agressions sexuelles au psychiatre. Il m'avait dit, pas de souci, on n'est pas obligé d'en parler. Et il l'a dit à mes Ouais. parents. Ouais, alors que t'étais pas du tout prêt et que t'avais pas envie, Voilà. quoi. En fait, il l'a dit au tout début du rendez-vous. Ah Donc, en ouais. fait, je suis arrivée, il a dit, oui, bah, Alex aurait quelque chose à vous dire. Et je l'ai regardé en mode, bah, non, Ouais. non, j'ai pas envie. Enfin, on avait dit que j'étais pas obligée, j'ai pas envie. Et en fait, il a vu que je voulais pas le dire et il a dit, bon, bah, c'est moi qui vais vous le dire. Et du coup, il a annoncé à mes parents que je m'étais fait violer comme ça, quoi. Mm. Et j'étais en mode, Ouais. c'est horrible. Ouais. Enfin, même moi, je. Quelle horreur. Ouais, vraiment, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Mm. Et ça a été horrible comme confrontation. Ça a duré plus d'1 heure. Ça a été très très long. Et en fait, une fois que j'ai pleuré, donc au moment où il a annoncé ça, j'ai commencé à pleurer. Il a dit, ah, bah enfin, voilà ce que j'attendais depuis un mois. Oh là là. Donc voilà, Mm. c'était pas ouf. C'est dingue quand même de d'avoir des comportements comme ça. Tu te dis en tant que médecin, ils sont censés être là pour accompagner les patients, les patientes, les aider et Mais tout. oui. Et vraiment, enfin, je comprends pas le principe de mettre un patient dans une situation aussi difficile. Ah Enfin, oui, c'est oui. tellement irrespectueux. Et en plus, sur tout ce qui est violence sexuelle, on sait à quel point c'est dur d'en parler et vraiment te forcer comme ça. Enfin, Ah oui, bah horrible, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, bon, horrible. déjà, le consentement, je l'avais pas là-bas. Et Ouais. là, tu me le revoles un peu. Enfin, je l'ai un Mm, peu pris comme ça. mm. C'était à moi de leur dire si j'en avais envie, et pas à lui. Ouais, Donc, le secret médical, il l'a pas gardé. ouais, c'est clair. Et j'étais en mode, mais t'es étudiant, enfin, tu vois ça en Mm, cours en même temps. Donc, ça m'a un peu ouais. énervé et choqué. Mm. Et, euh, et donc, il m'a forcé à sortir de l'hôpital.
Et je lui avais dit, mais si je ressors, il y a de grandes chances que je revienne, en fait, dans quelques jours. Enfin, là, vous me poussez au suicide, en fait. Ouais. Enfin, c'était choquant. Et en fait, bah, oui, j'avais raison parce que quelques jours après, j'ai fait une tentative de suicide et donc je suis retournée à l'hôpital. Alors déjà, aux urgences, ils voulaient pas me faire retourner à l'hôpital parce que je venais d'en sortir. Mhm. C'est moi qui ai dû forcer pour y retourner. C'est fou quand même. Donc tu te dis, tu viens d'être hospitalisé, donc on sait que t'es fragilisé. Tu sors, tu fais une tentative de suicide, donc c'est la preuve qu'il fallait pas que tu sortes. Ouais. Et ils veulent pas te renvoyer. Enfin, je comprends Alors pas. que c'était eux enfin, qui m'avaient envoyé un peu de force la première Ouais, fois. Et là, c'est moi qui force. ouais. Enfin, ouais, c'était n'importe quoi, vraiment. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis arrivée donc déjà, j'ai eu de la chance, j'ai été réhospitalisée dans la même unité. Donc, j'étais content, mais j'avais peur de retomber sur le même psychiatre. Ouais. Grande chance pour moi, il était en vacances. Ouh, super. Donc, en fait, j'ai demandé à l'autre psychiatre qui m'a accueilli de me prendre en charge. Et voilà, et en fait, c'est là que tout le travail a vraiment commencé, en fait. Ok, c'était un faux départ la première C'est fois. ça, Ouais. exactement. J'ai fait un faux départ. Ok. Et là, ouais, vraiment, il y a eu vraiment du travail de fait, quoi. Hmm. J'ai vu la différence de prise en charge. Là, à peine j'étais arrivée, on avait un planning, j'avais des activités à faire. Il me disait de sortir un peu dans l'unité, enfin, dans l'hôpital, me balader dans le jardin, tout ça. Hmm. Euh, J'avais le droit de sortir, c'était pas une unité fermée, donc il m'encourageait à sortir et c'était pas en mode tu sors. Hmm. Enfin, Oui, c'était pas des injonctions, quoi. voilà, c'est ça. J'avais C'était. le choix et du coup, c'est vrai que ça venait plus naturellement. Hmm. En plus, ma première hospite était en février, donc il faisait pas beau, il avait neigé en plus à cette époque-là. Ma deuxième hospite là-bas, elle s'est passée au début du printemps. Hmm. Donc il faisait plus beau, il y avait de Meilleur la mood. chaleur, voilà. Donc ça aide aussi, ouais, le mood vraiment beaucoup. Ouais. Et donc là, j'ai plus sociabilisé, tout ça, donc ça m'a beaucoup aidé. On a fait, donc avec ma psychiatre, on a fait une ligne de vie. Euh, ça a beaucoup bousculé de choses aussi, mais dans le bon sens en fait. Là, c'était pas en mode je te force à faire remonter des traumatismes en te faisant Hmm. peur ou quoi. Là, c'était vraiment on va en parler, on va parler de ta famille, de ce qui t'est arrivé, de ce qui est arrivé même dans ta famille en général. On va le mettre à l'écrit, on va le mettre dans un ordre Hmm. chronologique, on va tout remettre dans l'ordre. Et en fait, ça aide vraiment à mettre T'as tout ce qui est visualisé les en choses, bazar ouais. dans ta Ouais. tête, ouais, dans l'ordre. Et c'est vrai que il y a des choses que j'ai vécues, je pensais que ça m'était arrivé à une période, mais en fait, ça m'était arrivé beaucoup plus tôt Hmm. ou beaucoup plus tard. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup et ça permet aux souvenirs de se reconnecter à la réalité, à faire remonter des choses. Ça, c'est pas agréable du Ouais. tout, mais c'est nécessaire en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'était nécessaire pour moi parce que il y avait trop de non-dits sur toute ma vie en fait. Hmm. Donc là, j'ai vraiment senti que ça me faisait du bien. Alors j'en ai un peu souffert physiquement aussi, parce qu'à partir du moment où j'ai recommencé à parler de choses assez compliquées, de mon harcèlement, de comment ma blessure au genou était arrivée, j'ai commencé à réveiller ma blessure en fait. Ok. Et je pouvais plus poser le pied par terre et en fait j'ai dû reprendre des béquilles à l'hôpital. Hmm. Donc ça a été assez compliqué aussi ça. Ouais. Ok. Ouais. Donc assez difficile. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de tes parents. Comment est-ce que tes proches, ils ont accueilli ton hospitalisation? Ça dépend. Alors, je pense que au début, ils étaient plus inquiets qu'autre chose, dans l'incompréhension, tout comme moi. Hmm. Euh, mais je pense qu'après, ils ont vu que ça me permettait de faire du travail sur moi aussi, que j'avais besoin de ce temps-là. Bon, ça a été compliqué pour eux à accepter. Ils se demandaient un peu enfin, ce que j'allais faire de ma vie après, quoi. Ils avaient peur que je m'enferme là-dedans. Hmm. Ils ont un peu eu raison en soi parce que j'ai connu ça pendant très longtemps du coup. Euh, voilà. Mais je sais que maintenant, ma mère me dit que
pour elle, cette période-là, elle la voyait comme une descente aux enfers pour moi. Et je Mm. comprends en soi, parce que c'est ce qui s'est passé. Mais c'était pour accéder après Oui, c'est ça. au mieux, quoi. Et Mm. ça, elle a du mal à le comprendre. Oui, parce que si t'avais pas été hospitalisé, ça aurait clairement été pire, quoi. Ah oui, bah je serais restée dans ce renfermement et je pense que ça m'aurait bouffé de l'intérieur et Mm. peut-être que je serais même plus là aujourd'hui en Mm. fait. Donc non, clairement ça m'a sauvé la vie, même si ça me l'a un peu gâché en même temps parce que bah il y a plein de choses que j'ai dû mettre de côté, abandonner, des projets, tout ça. Donc voilà, Ouais. même des relations, tout ça. Mm. Donc c'est sûr. Ouais, ok. Et donc, est-ce que c'est pendant cette deuxième hospitalisation qu'on t'a diagnostiqué du trouble Oui, borderline? ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est? Alors le trouble borderline, donc comme on l'entend dans le nom, c'est le trouble limite en fait. Donc on est en fait vraiment tout le temps entre le blanc, le noir, enfin c'est tout ou rien en fait avec Ok. ça. C'est un peu complexe à expliquer comme trouble parce que ça dépend de chaque personne et des symptômes que la personne a du coup. Moi, ça se décrit beaucoup avec des changements d'humeur très soudains. Euh, donc, ça peut durer soit quelques minutes, soit quelques heures, soit quelques semaines, en fait. Ok. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Mm. Donc, je peux être dans de l'euphorie pendant vraiment très longtemps. Euh, et là, c'est vraiment de la manie, en fait. C'est un peu la manie du trouble borderline. Ok. En fait, vu qu'ils sont un peu cousins avec le trouble bipolaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça ressemble un Ouais, peu. bah c'est un peu la même chose, sauf que le trouble borderline, c'est un trouble et la bipolarité, c'est une maladie. Ok. Voilà. Ça marche. Donc voilà, et aussi, bah, du coup, sur les temporalités et tout, c'est pas pareil. Il y a quelques différences quand même, mais c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Mm. Donc il y a ça, il y a beaucoup de dissociation aussi, de d'anxiété générale. Enfin, il y a plein de choses qui vont avec, en fait. Il y a plein de troubles qui se greffent à celui-là. Donc les TCA, tout ça. Mm. Et est-ce que ça t'a aidé d'avoir ce diagnostic et peut-être de comprendre, enfin, par exemple, d'où pouvaient venir les TCA, l'anxiété, tout ça? Bah oui, totalement. Parce que, bon, j'avais déjà un peu d'idées par rapport à ça. Enfin, je pensais déjà être atteint de ce trouble, mais j'avais pas la certitude. Ouais. Et je voulais pas trop m'auto-diagnostiquer, surtout pour un trouble de la personnalité, c'est un peu délicat Mm. voilà. Mais c'est vrai que j'avais fait beaucoup de recherches et que je me reconnaissais vachement dans ce trouble-là. Ouais. Donc quand je l'ai vu écrit sur Ton mon dossier? dossier, j'étais en mode ah, Mm. enfin, là ça devenait concret et j'étais pas fou en fait. Parce que avant d'être diagnostiqué, je me disais mais si c'est pas ça, qu'est-ce que j'ai quoi? Enfin, c'est pas possible d'être comme ça quoi. Mm. Je peux pas être une personne sans problème et en même temps galérer autant dans ma vie quotidienne, tout ça. Mm. Donc ça a vraiment été un soulagement et en plus de ça, on a pu du coup bah, adapter mon traitement, Oui. y ajouter des modificateurs d'humeur, enfin des régulateurs d'humeur Mm. et bah, rajuster aussi mes antidépresseurs, tout ça qui n'était pas très bien dosé en fait. Ok. D'accord. Et donc, après cette hospitalisation, déjà, combien de temps elle a duré et quelles ont été les conséquences pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors les deux hospitalisations, mes deux premières hospitalisations, elles ont duré un mois chacune. Ok. Il y a juste eu du coup, je crois 4 jours entre les deux. Ouais. Euh, Ça a changé pas mal de choses dans le sens où du coup bah, ça m'a recoupé des études. Euh, donc j'ai quand même dû passer mes examens sans avoir du tout assisté Oui. à l'année scolaire. Euh, Ça m'a coupé aussi bah, dans des relations amicales. Il y a des personnes qui, je pense, pour qui c'était trop compliqué de voir tout ça, en fait, de voir l'autodestruction Mm. qui me suivait vraiment depuis plusieurs mois. J'étais peut-être pas
une personne très saine, pardon, à cette époque-là, parce que je prenais beaucoup de drogue, tout ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu de ça. Et puis même venir me voir tout le temps à l'HP, c'est un peu particulier. Enfin, c'est pas un endroit, Mm. voilà, où c'est très agréable forcément d'y aller, quoi. Tu peux avoir des rencontres compliquées, tout ça aussi. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Ouais, ok. Et donc, à la suite de ta deuxième hospitalisation, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, le retour à la vie normale, entre guillemets? C'est très dur de se remettre dans la vraie vie. Euh, Surtout parce que le Covid, il s'était un peu calmé. Mm. Et moi, j'avais pas du tout eu l'occasion de revoir l'extérieur, en fait, sans autant de restrictions, en fait, sans le confinement, tout ça. Donc c'est vrai que ça, déjà, ça a été un énorme choc pour moi, parce que du coup, d'un seul coup, il y avait énormément de monde dehors, euh, et je m'y attendais pas du tout. Et en plus de ça, fallait que je me remette en tête que bah, fallait que je reprenne mes études, que je me remette dans la vie active, en fait, tout simplement, tout en habitant seul. Et ça, c'était vraiment difficile parce que j'avais très peur, en fait, de repartir en arrière. Et du coup, là, vraiment, j'ai décidé de quitter ce logement, de partir en colocation, euh, pour plus de sécurité pour moi et aussi parce que bah, sociabiliser, c'est bien. Mm. Donc, j'ai fait ça et ça m'a aidé sur le moment. Mais très vite, en fait, j'ai été réhospitalisé dans une autre unité. Ok. Donc, cette fois-ci, c'était dans les TCA. Donc, toujours à Saint-Jacques, à Nantes. Donc là, c'était une unité fermée, par contre. Donc, c'était pas du tout pareil. Ok. C'était vraiment très restreint. On n'avait pas le droit d'être debout. On n'avait pas le droit de trop marcher, d'être au soleil, de sortir s'il pleuvait ou s'il il faisait trop chaud. Enfin, il y avait plein de trucs. C'était beaucoup plus organisé, quoi. Ok. Il y avait des pesées tous les 2 jours, enfin des choses comme ça. C'était vraiment différent de mes 2 premières hospites. Ok. Et c'était pourquoi est-ce qu'il y a autant de restrictions, par exemple, pas pouvoir se mettre debout, sortir, tout ça? C'est quoi le lien avec les TCA? Bah, en fait, c'est tout simplement pour éviter qu'on brûle des calories. D'accord. Donc, en fait, en général, on avait les repas ensemble. Donc déjà, il y avait 3 groupes. Donc t'arrives, t'es en groupe 1 ou 0 si t'es Mhm. vraiment sondé, en sous-poids, tout ça. Donc le groupe 1, t'as pas le droit à ton téléphone, t'as le droit à une visite, t'as pas le droit d'avoir de permission, tout ça. Mhm. Euh, Au début, t'as aussi une semaine de séparation, donc t'as vraiment aucun lien avec l'extérieur, pas le droit à Ok. des visites, tout ça. Euh, et en fait, tu manges un demi-plateau. Enfin, tu manges ce que tu peux, déjà au début. Mhm. Et le but, en fait, c'est d'agrandir ton plateau au fur et à mesure. Pour pas reprendre non plus une alimentation trop importante trop vite. Ça peut être très dangereux pour l'estomac. Mhm. Euh, donc voilà, donc il y a ça. Donc après ce moment-là, en fait, on a un temps où on est obligé de rester dans la salle commune tous ensemble, assis du coup, euh, pour éviter du coup qu'il y ait des vomissements qui se fassent dans les D'accord. chambres, tout ça. Donc voilà, moi j'ai eu je pense pendant presque un mois, j'ai eu ma salle de bain de fermée parce que bah, j'étais sujet à me faire vomir. Donc, pour éviter ça, je devais demander tout le temps pour aller aux toilettes, pour me doucher, tout ça. Donc, c'est assez. Mhm. T'as plus d'intimité, quoi. Voilà, c'est Mm. ça. Vraiment, t'as zéro intimité. Donc, c'est compliqué. Vraiment, c'est un peu comme la prison. Enfin, je l'ai un peu vécu Mm. comme ça. Bon, en plus soft, hein, mais vraiment, c'est très restreint et il y a des sorties autorisées pour fumer une cigarette, tout ça. Et c'est le seul moment où on a le droit d'être debout, dehors. Ok. Ou alors quand on fait une petite balade dans le parc, ça dure 5-10 minutes. Mais voilà, il y a vraiment des conditions météorologiques à respecter. Par exemple, la chaleur pour éviter bah, qu'on fasse des malaises.
La pluie, bah, pour éviter qu'on ait trop froid, Mm. parce que c'est compliqué de se réchauffer quand... On est sous-alimenté, ouais. Bah ouais. Mm. Donc, ouais, ça, c'était vraiment basé sur chaque cas aussi, parce que du coup, il n'y avait pas juste l'anorexie, Oui. c'était anorexie, boulimie, hyperphagie, Mm. il y avait aussi d'autres troubles alimentaires, hein. Ok. Et ça a duré combien de temps du coup? Donc, je me suis fait hospitaliser déjà un premier temps, une semaine, pour faire un bilan. Donc, c'était mi-août. C'était vraiment pour voir comment mes TCA y réagissaient, si j'avais vraiment besoin d'une hospitalisation ou quoi, si ça me correspondait aussi. À la fin de cette semaine, on m'a dit que bah ils pensaient que oui, ça pourrait être bien. Donc là, ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende qu'il y ait une place. Ok. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était pendant les vacances d'été, donc il y avait beaucoup de départs en vacances, donc peu de monde pour prendre les places. Donc j'ai vraiment eu une place la semaine juste après. D'accord. Alors que normalement, il y a au moins 1 ou 2 mois d'attente, quoi. Mm. Donc là, j'ai vraiment fait ensemble, quoi. Donc là, ça a duré jusqu'à mi-août. Pardon, mi-octobre. Ok. Oui, donc beaucoup plus long que les Donc voilà, premières beaucoup hospitalisations que tu plus avais eues. long, beaucoup plus restreint, mais dans l'autre sens, c'était agréable parce qu'on était aussi qu'avec des personnes qui nous comprenaient, qui vivaient la même chose que nous, on était tous dans la même galère. Mm. Par exemple, quand on devait prendre les personnes qui prenaient pas encore un plateau entier, prenaient des apports caloriques en fait. Donc il y avait des petites boissons Mm. à boire, vraiment Oui, des yaourts à boire protéiné. un peu, ouais, Ouais. très caloriques. Euh, mais pour du coup avoir l'apport calorique qu'il nous fallait dans la journée. Donc ça, c'était vraiment une épreuve pour nous parce que vraiment, c'est une toute petite boisson de peut-être, je sais pas, 25 centilitres et tu dois avoir presque 500 calories dedans. Mm. Donc c'est vraiment énorme pour nous à boire d'un seul coup, quoi. Ouais. Enfin, donc c'est vraiment compliqué. Il y en a qui arrivaient même pas en fait à boire ça et qui du coup demandaient à être sondés. Ok. Euh, donc là, vraiment, c'était un autre niveau. Mm. Euh, Mais c'est vrai que ouais, il y avait pas mal de contraintes, mais c'était agréable de se sentir compris et ça faisait un peu effet colocation Ouais, je vois. ou une colo de vacances un peu si on veut. Mm. Un peu spécial Oui. la colo, mais voilà, Mais au moins avec des personnes qui voilà, effectivement te comprennent et où c'est utile pour toi, on va dire, c'est quoi. ça. Et Ouais. puis vraiment les infirmiers qui sont avec nous sont vraiment formés à ça. Ils connaissent très très bien les troubles alimentaires, mieux que nous Mm. presque. C'est vrai que ça m'a choqué parce que les médecins, en général, ils connaissent les stéréotypes, quoi. Là, ils connaissaient vraiment tout. Mm. Ils connaissaient tous les secrets, toutes les petites astuces que les personnes qui ont des TCA ont. Ouais. Et des fois, ils pensaient à des trucs que même nous, on ne pensait pas. Et on était vraiment, mais c'est vrai que ça, c'est une astuce, mais enfin, j'y avais même pas Mm. pensé, quoi. Enfin, juste, par exemple, le fait de ouvrir un petit peu la fenêtre de ta chambre. Alors déjà, on est en HP, donc l'ouverture, elle se fait peut-être de 5 cm, 5-10 cm. Ouais. Mais on n'avait pas le droit parce que bah, ça faisait rentrer de l'air. Et du coup, bah, ça pouvait nous donner froid, donc nous faire perdre des calories ou des choses comme ça. Mm. Ouais, C'est, ouais, il y a plein de techniques voilà, quand c'est on est des trucs, déterminé. voilà, on n'y pensait pas, tu vois. Mm. Ok, donc au final, cette année-là, tu as été hospitalisée pendant une bonne partie de l'année Voilà, quand en même. fait, donc c'était en 2021. Ouais, tu as tout enchaîné. J'ai passé 4 mois en tout, Mm. mais ça s'est réparti sur la moitié de l'année, Ouais. ou pratiquement toute l'année Ouais, en les trois fait, quarts, ouais, parce que tu es pendant, sortie ouais, ouais, à bah, de mi-octobre. février à octobre, Ouais, quoi. ok, Donc, ça marche. Et donc après cette hospitalisation pour les TCA, comment ça s'est passé la sortie? Est-ce que tu as vu un impact positif sur l'après? euh, alors en fait, ce qui est très bien avec cette unité-là, donc, c'est que je crois que c'est une des meilleures, si pas la première meilleure unité de TCA en France. Ok, Elle est très très bien faite. En fait, vraiment, déjà il y a les groupes, donc il y a le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Euh,
Donc c'est vraiment fait pour t'habituer petit à petit à te préparer à la sortie. Donc groupe 2, on va t'offrir plus de droits. Donc tu as le droit à ton téléphone dans la journée. Tu as le droit d'avoir des permissions, tout ça. Mais aussi, en contrepartie, tu vas devoir aller manger au self de l'hôpital. Donc tu Mm. vas être confronté plus Avec plus de directement nourriture. à la nourriture. Mm. Donc tu vas devoir choisir quoi manger, tout ça. Il y a des rendez-vous avec des professionnels, en fait, des nutritionnistes, tout ça. Donc il y a vraiment plein de choses pour nous préparer. Toutes les semaines, en fait, il y a un emploi du temps très, Mm. très préparé. Donc chaque jour, il y a des activités auxquelles tu t'inscris, tout ça. Donc moi, je me suis inscrit, par exemple, à une activité pour le trouble boulimique. Donc elle m'aidait à trouver des astuces pour éviter ça en fait. Et bah au jour d'aujourd'hui, je me suis pas refait vomir. Mm. Donc Bravo. merci. Donc vraiment, il nous offre plusieurs clés tout au long de l'hospitalisation pour nous préparer. Et donc le groupe 3, c'est vraiment le groupe où là, tu es le plus près de la sortie. Euh, donc vraiment, là, tu manges ton plateau entier, tu prépares tes propres repas de temps en temps. Ouais. Il y a vraiment des choses pour te préparer. Et on nous prépare aussi, donc il y a des séances d'1 heure par semaine, à peu près, 1 heure, 1 heure et demie, où on est avec la nutritionniste, je crois, Mm. où elle répond en fait à toutes nos questions, nos préjugés, tout ça en fait, tout ce qu'on a sur les TCA, tout ce qu'on pense dessus, et elle nous brise totalement nos pensées dessus. Et en fait, elle nous fait vraiment des cours de nutrition, elle nous explique à quoi sert, par exemple, le beurre, le gras du beurre, Mm. tout ça. Et en fait, elle remet tout dans une logique qui, du coup, te permet de prendre le recul dessus et te dire, ah oui, en fait, c'est bon pour mon corps. Mm. Et, ils nous rapprennent à aimer des choses qu'on est persuadé de détester. Et en fait, c'est juste les troubles aussi qui nous disent non, ça tu vas pas aimer. Moi, truc tout con, j'étais persuadé de détester les kiwis. Alors que les kiwis, c'est un fruit, Mm. voilà. Mais non, en fait, j'adorais ça. J'ai été forcé à en manger et ça a été une révélation. Ouais. Il y en a plein, plein, plein dans l'unité. Pratiquement tout le monde a eu une expérience comme ça. Il y en a une qui était persuadée de détester le riz au lait. Elle a goûté et elle a adoré. Mm. Et en fait, c'est fou comment en fait on rapprend vraiment à se connecter à la Ouais, nourriture, c'est une à son réconciliation. corps. Mm. Voilà, et vraiment, c'est trop bien. Enfin, c'est très très bien fait. Donc c'est vrai que là, je suis arrivé à l'extérieur avec un bagage déjà. Enfin, j'étais plus prêt à me remettre dans la vie quotidienne qu'en sortant de l'autre Ouais. unité où c'était plus général, quoi. Là, j'étais vraiment prêt. Donc, c'était que pour les TCA, mais j'ai pu utiliser de nombreuses clés pour mon trouble borderline ou Mm. l'anxiété ou d'autres choses, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a aidé. Et en plus de ça, j'avais un suivi à l'hôpital de jour. Ok. Oui, il vous Barbara. lâche pas dans la nature Voilà, c'est après. ça. T'es vraiment pas lâché dans la nature. Mm. T'as un suivi. Si tu fais pas le suivi dans l'hôpital de jour, tu peux revenir en groupe 4, du coup. Ok. Donc, donc en fait, tu te mets d'accord avec l'unité pour revenir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pendant une semaine ou deux, voilà, pour voir faire un bilan en fait de où tu en es. Si tu as besoin d'y rester, tu y restes, tout ça. Ok. D'accord. Et donc, du coup, pour toi, l'après de ces hospitalisations-là, sur notamment l'année 2022, comment est-ce qu'elle s'est passée cette année pour toi, mentalement, physiquement? Bah là, du coup, j'ai vraiment dû encore me familiariser avec la vie. Ouais. Parce que bah, c'est clair que quand tu es en hôpital, on fait tout pour toi. On fait ton lit, on te fait à manger, on te fait tout, quoi. Mm. Donc là, j'ai vraiment dû apprendre à faire à manger, m'occuper de moi. J'avais plus l'emploi du temps aussi strict qu'avant, parce que même en étant hospitalisé, je me reposais pas. Enfin, je faisais pas des grasses matinées et tout Oui. ça. Donc vraiment, tous les matins, même le week-end, je me levais à 8 h, 9 h.
9 heures le week-end. Mm. Donc j'avais ce rythme-là que j'avais pas forcément à retrouver dans ma vie quotidienne. Et du coup, ça a un peu mélangé tous mes trucs. Je me suis un peu perdu, emmêlé les pinceaux. J'avais beaucoup de mal en fait à reprendre mes repères, mais c'est normal. Oui, Euh, En plus de ça, je devais aussi voir une nutritionniste, avoir mon suivi psychiatrique, enfin, ouais. avec ma psychiatre du coup de Saint-Jacques qui me voit tous les mois encore. Et en plus de ça, un médecin traitant qui devait surveiller mon poids, tout ça. Enfin, donc c'était Beaucoup de vraiment choses à gérer. beaucoup de choses à gérer, voilà. Beaucoup de médical à gérer dans sa vie, alors qu'en même temps, tu es censé reprendre ta vie normale. Et moi, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de mal à tout concilier, en fait. Parce que à l'hôpital, de jour, on me disait, oui, mais il faut que tu travailles, il faut que tu retournes aux études, tout ça. Mais d'un autre côté, bah, j'avais pas le temps parce que j'avais trop de rendez-vous médicaux, j'avais trop de trucs, donc c'était compliqué, vraiment très compliqué. Et je me sentais pas non plus hyper à l'aise à l'hôpital de jour. Donc j'ai préféré arrêter. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, bah, j'ai plus réussi à reprendre mes repères dans la vie. J'ai fait mes propres choix, donc j'ai décidé d'arrêter la fac parce que j'étais complètement perdu. Et du coup, j'ai commencé à travailler un petit peu. Alors j'étais pas trop prêt, donc j'ai commencé un tout petit peu. J'ai pas réussi, donc je me suis fait renvoyer et tout ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal à retrouver un emploi, à me sentir prêt surtout. C'est que fin décembre où j'ai vraiment réussi, donc ça m'a pris presque un an Ouais. avant de vraiment me sentir prêt à me relancer dans un emploi, euh, mais en intérim cette fois-ci. Comme ça, je savais que je pouvais aussi arrêter quand je voulais. Ouais, c'était un bon compromis. Voilà, c'est ça. Et c'était un petit contrat, donc c'est ce qu'il me fallait pour commencer doucement, quoi. Mm. Ok, et donc tu as réussi à retrouver, enfin, où t'en es maintenant, est-ce que tu as réussi à retrouver cet équilibre, à pas rebasculer dans les TCA, les problèmes, même au niveau de ton anxiété, psychologiquement, comment est-ce que ça va maintenant? Euh, c'est une question qui est assez compliquée parce que je sais que je suis beaucoup plus capable de faire des choses qu'avant. Donc là, j'ai un emploi, j'ai même réussi à doubler mes heures. Donc bon, c'était 7 heures, je suis rendu à 14 heures là. Mais pour moi, c'est déjà énorme. Mm. Euh, D'un autre côté, j'arrive à faire d'autres choses parce que bah, j'ai un chien, faut que je m'en occupe, faut que je le sorte, tout ça. Donc je suis obligée de sortir de chez moi. Et en fait, ça m'aide dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est compliqué mentalement parce que je suis épuisée en fait et j'ai plus le temps de me reposer mentalement, de process ce qui m'arrive dans la journée ou des choses comme ça. Et ça peut être très difficile à gérer parce que j'ai souvent besoin de temps. Ça doit être à cause du trouble borderline aussi. Gérer plusieurs choses en même temps, c'est Oui, très compliqué. beaucoup de fatigue, quoi. Voilà, c'est ça, beaucoup de fatigue et bah, les sautes d'humeur, tout ça, ça fatigue énormément. Sociabiliser aussi, ça me demande beaucoup de concentration, voilà, enfin, en fait, un rien me demande énormément de concentration et c'est très compliqué de gérer ça au quotidien. J'ai beaucoup de problèmes à me souvenir aussi des choses. Même des fois, je parle de quelque chose et en plein milieu de phrase, je suis en mode mince, je parlais de quoi? Enfin, ça m'arrive tout le temps. Après, je pense qu'il y a aussi les drogues qui ont Mm. fait que mon cerveau a un peu cramé. Euh, je consomme encore du cannabis aujourd'hui, donc c'est vrai que je pense que ça joue aussi. Mm. Mais j'ai réussi à me poser plus. Je prends plus de drogue dure, voilà. Je suis plus géré sur ça. Mais d'un autre côté, mentalement, enfin, je me suis un peu renfermé sur moi à nouveau et j'ai du mal à parler en fait de ce qui me gêne, de ce qui va pas, tout ça. Euh, Même avec ma copine, j'ai du mal. Mais je pense que c'est juste que je suis comme ça et voilà. Mais Mm. c'est vrai que c'est difficile. J'aimerais bien réussir à plus extérioriser. Mm. Mais après, il faut du temps, c'est comme tout, c'est un Voilà. process, voilà. Mais c'est vrai que je comprends que ça doit être, quand on est dedans et que voilà, ça doit être long et tu dois être impatient aussi que ça aille mieux, je Oui, bah suppose. oui. Mm. Mm. Et quand on avait discuté avant l'épisode, tu m'avais parlé aussi du sentiment de solitude Oui. qui était dur à gérer. Euh, Où est-ce que, enfin, comment est-ce que ça a évolué, ça? T'en es où maintenant par rapport à ce sentiment-là? Je pense que j'ai une nouvelle approche.
Parce qu'à l'époque, bah, j'habitais tout seul. Maintenant, j'habite avec ma copine, donc je suis pratiquement jamais seul. En fait, bah, j'ai appris à apprécier la solitude, différemment, en fait. C'est vrai que, bah, par exemple, quand elle travaille et que moi je travaille pas à ce moment-là, je me retrouve tout seul. Donc j'apprends, aussi à faire des choses de ces moments-là. Quand je me retrouve seul, j'essaie d'en profiter pour, bah, justement process, ce qui m'est arrivé dans la journée, dans la semaine, de sortir un peu de mon auto-déni. Mmh. Hem, enfin, je me force un peu à aller dans le déni pour pas forcément penser à des choses dans la semaine. Ouais. Je profite aussi de ces moments-là où je suis seul pour, bah, du coup, les faire ressurgir quand j'y arrive, le mettre à l'écrit, tout ça. J'ai appris à apprécier un peu ces moments-là et à m'en servir pour mon bien-être, en fait, ou juste me reposer des fois, regarder Mmh. quelque chose, me libérer l'esprit, quoi. Oui. Donc c'est plus non plus des journées entières où je suis tout seul, donc Mmh. c'est différent. OK. Donc globalement, quand même, ça va mieux, Oui. on peut le dire. Oui, oui. Et ça a été pour, vu que tu as une copine maintenant, pour, laisser, la place à quelqu'un dans ta vie, d'avoir une relation aussi intime avec quelqu'un, ça a pas été trop difficile pour toi? Ça a été difficile au début, parce que, bah, niveau relations amoureuses, sexuellement, tout ça, j'ai pardon, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes. Je suis jamais tombé sur les bonnes personnes. Mmh. Hem, Déjà au collège, j'ai eu ma première relation qui s'est très mal passée, qui était très toxique. C'est là que j'ai vécu, aussi, mes premières violences conjugales. Hem, J'avais déjà vécu des viols avant, cette relation, mais là, c'était vraiment, au sein d'une relation amoureuse, Mmh. intime, donc c'est vrai que ça prend une autre proportion. C'est vrai que j'ai eu du mal à refaire confiance, surtout que les relations après celle que j'ai eue en tout premier ont été aussi très compliquées. Donc c'est des personnes qui se sont un peu servies de moi, qui étaient plus âgées en plus. Il y a eu un peu de pédophilie. Mmh. Donc, heu, donc ça a été compliqué aussi, sur ce point-là de moi me dire, «OK, il faut peut-être que tu te remettes en question aussi, sur, qui tu fréquentes». Mmh. Alors qu'en soi, c'était pas moi le Bah oui, problème, c'est hein, ça, ouais. mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais vachement là-dedans et j'étais perdu. Il y a eu une relation amoureuse que j'ai vécue qui était très forte pendant le lycée et la séparation m'a vraiment détruite. J'ai mis pratiquement 2 ans à m'en remettre, donc c'est vrai que ça a été aussi très compliqué et pendant ces 2 ans-là, en fait, bah, c'était la période où vraiment je faisais un peu n'importe quoi, Ouais. je me droguais, tout ça. C'est vrai que, bah, à ce moment-là, je cherchais plus, des relations d'un soir, des trucs comme ça et j'ai rencontré des mauvaises personnes en faisant ça et ça aussi, ça m'a un peu, bloqué. En fait, à partir du moment où on s'est rencontrés, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que c'était, juste logique et il y a pas eu plus que ça de problème, en fait. Ça s'est fait tout seul. Trop bien. Donc j'ai eu de la chance, en fait, je pense qu'il fallait juste trouver la bonne personne, Mmh. mais Enfin, de la chance, ça devrait être normal, quoi. oui, 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 c'est vrai, C'est mais surtout qu'avant, tu eu, du coup, pas de chance, on va ouais, dire, oui, c'est vrai ouais, que c'est sur, surtout ça. toutes les mauvaises personnes, sur qui tu tombé. Et du coup, toi, maintenant, c'est quoi tes projets, tes envies pour plus tard, même pas forcément à long terme, mais à court terme, des choses que tu veux mettre en place, Ben là, en fait, je commence un peu à rentrer dans ma vie adulte. Ça me fait Mmh. un peu bizarre, dans le sens où, bah, j'ai une copine depuis un moment, on commence à faire des projets ensemble, Vous avez un chien, on a vous un êtes chi on parents, a un finalement. chien, donc ça, c'est un énorme projet qui prend beaucoup de temps. C'est un bébé qu'on a, déjà, Mmh. donc il y a ça on aimerait bien, partir de Nantes aussi, se poser peut-être plus à la campagne, avoir une maison, voilà, je commence à avoir plus des projets, pour me poser, en fait, et professionnellement, bah, je suis un peu perdu encore, après je me mets pas la pression, je me dis: «Bon, bah, il y a l'intérim de toute façon, je fais du tatou à côté». Voilà, enfin, je suis pas perdu non plus à 100%. Enfin, Mmh. j'ai des ressources,
y a pas de souci, quoi. Ouais. C'est surtout, je peux faire plusieurs trucs, faut que je me décide quoi faire, quoi. Ouais. Puis au moins, tu as des visions positives quand même C'est pour ça, l'avenir, ce que tu n'avais peut-être pas forcément du avant. tout. Ouais. Bah oui, avant, je me voyais pas du tout passer 18 ans déjà Mm. à la base, donc il y a eu de ça aussi qui a fait que j'étais un peu perdu, je pense aussi dans mon arrivée dans l'âge adulte. Oui, parce qu'en fait, tu t'y étais jamais projeté Jamais, finalement. jamais. Mm. Donc vraiment, là, en fait, j'apprends avec bah, ma conjointe à avancer dans la vie et c'est plutôt cool, en Mm. fait. Trop bien. Ça Ouais. fait plaisir à Bah ouais, entendre. puis ça fait du bien, ouais, d'avoir des projets positifs, quoi. Mm. Trop bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire comprendre, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message sur le sujet de l'hôpital psychiatrique, qui est souvent, il y a beaucoup de préjugés sur le sujet. Bah ouais, voilà, c'est qu'il y a vraiment énormément de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes. Alors, on voit énormément les hôpitaux psychiatriques comme dans les films, donc un peu les films d'horreur, tout ça, où c'est très glauque, très abandonné, Mm. très... Il y a que des gens bizarres, je sais pas trop quoi, des gens possédés à moitié. C'est pas la réalité hein, du tout. Déjà parce que il y a plusieurs unités Mm. qui existent. Alors on est forcément orienté vers une unité plus qu'une autre. Donc moi j'étais donc mes deux premières hospitalisations en psychiatrie, j'étais dans des unités semi-ouvertes. Donc elles étaient la journée je pouvais sortir comme je voulais et tout. Bon, je devais rester au sein du parc de l'hôpital, mais j'avais le droit de me balader, d'aller dans les parcs, tout ça. Euh, mais c'était fermé de 20 h à 8 h, quoi. Donc la nuit, on pouvait pas sortir. Mm. Euh, donc c'est vrai que c'est complètement différent qu'une unité qui est complètement fermée. Ça, je l'ai compris déjà en arrivant dans l'unité fermée juste après. Ouais. Mais encore là, c'était différent parce que c'était TCA. Mm. C'était pas juste une unité fermée générale. Donc il n'y a pas juste des personnes louches ou un peu perchées ou quoi, hein. Donc c'est vrai que bon, j'ai vécu des choses qui étaient un peu spéciales, que j'aurais pas vécu ailleurs qu'à l'HP, mais j'ai rencontré des personnes où c'était très 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 intéressant de discuter avec elles. Des personnes en fait qu'on rencontre tous les jours, quoi. Il y avait des parents, il y avait des Mm. jeunes. Oui, c'est pas forcément les clichés Voilà, qu'on il imagine. y avait de tout. Il y Mm. avait de toutes les couleurs, tous les genres. Vraiment, j'étais pas du tout la seule personne non binaire en plus, donc ça Mm. c'était agréable. Euh, Il y avait vraiment de tout, quoi. C'était vraiment agréable, tous les âges. Euh, donc tu pouvais vraiment sympathiser avec des gens. Donc il y a des personnes qui avaient des troubles comme toi aussi, donc ou qui se rapprochaient des troubles. Mm. Donc c'est sûr que bah tout de suite tu te sens moins seul en fait. Ouais. Donc c'est pas du tout le truc où t'es attaché à ton lit, t'es tout seul dans ta chambre, t'as le droit de rien faire ou quoi. C'est pas Ouais. du tout ça. Dans les pièces matelassées, Ouais, là, c'est ça. comme on voit. Vraiment, c'est juste dans les documentaires Oui. ou quoi. Enfin, ou vraiment, enfin ça arrive. Oui, pour certaines unités vraiment très, Voilà, très... c'est vraiment les cas très Oui. particuliers pour éviter qu'ils se fassent du mal à eux-mêmes Mm. ou qu'ils fassent du mal aux autres sans le vouloir. Mm. Mais ouais, faut vraiment ouvrir en fait la discussion sur l'HP parce que c'est pas du tout ce qu'on s'imaginait. Moi, quand on m'a dit tu vas à l'HP, j'étais en mode ça va pas la tête, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Enfin, Ouais. et bah non, en fait, pas du tout. C'est pas du tout un endroit aussi glauque, toxique que ça, en fait. Ok, bah, très intéressant. En tout cas, je pense que justement ton épisode permettra de, de briser un peu les tabous là-dessus, donc c'est très important. Et qu'est-ce que tu te dirais aux personnes qui nous écoutent et qui ont un proche qui a besoin d'un accompagnement psychiatrique ou voilà, qui a des problèmes de santé mentale? Selon toi, c'est quoi les meilleures façons d'accompagner quelqu'un dans cette situation? Bah, je pense que bah, déjà, ça dépend des personnes, mais ce qui peut le mieux marcher, ça serait bah, ouvrir la discussion sans pousser à aller consulter ou quoi que ce soit. Juste peut-être dire bah, que vous êtes là, que c'est possible de parler, qu'il y a cette possibilité de se faire hospitaliser ou suivre, qu'il faut pas la mettre de côté parce que ça peut aider, même si ça fait peur, Mm. ça peut aider, mais après, si la personne n'a pas envie ou ne se sent pas prête, voilà, faut laisser faire.
tout le monde n'est pas fait aussi pour aller à l'HP, quoi. Faut laisser faire le temps. C'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, justement, et qui savent pas forcément par où prendre le problème? Enfin voilà, qu'est-ce que toi, t'aurais aussi aimé entendre finalement quand tu étais dans cette période ultra compliquée, après le lycée et tout? Bah déjà, faut vraiment, alors c'est un peu cliché ça aussi, mais il faut vraiment se rappeler qu'on n'est pas tout seul en fait. Enfin vraiment, vous n'êtes pas seul dans la galère. Plusieurs personnes se reconnaissent facilement en fait dans vos histoires. Je pense si vous en parlez à d'autres personnes, sur certains points, ils peuvent se reconnaître et vous pouvez échanger dessus. Et vous pouvez voir qu'en fait, avec très peu de connaissances sur le sujet ou de la personne qui est présente, vous pouvez tout à fait bah, en fait, connecter sur quelque chose et ça peut vraiment partir sur une discussion plus enrichissante et qui va vous faire du bien en fait. Faut juste donner l'occasion en fait d'avoir ce genre de discussion et de s'ouvrir. Faut pas avoir peur de s'ouvrir, je pense. Ok, très bon conseil. Et pour finir, du coup, donc Over the Rainbow signifie au-delà de l'arc-en-ciel, c'est donc une notion d'espoir forte. Toi, pour finir cet épisode, quelle serait la notion positive, inspirante que tu voudrais transmettre par rapport à ton parcours, etc. Ton mot de la fin sur ce sujet? Bah, je dirais que la vie c'est compliqué de toute façon. Je pense que c'est simple pour personne et qu'on a tous vraiment des grosses galères dans nos vies. Mais que en vrai, enfin, c'est possible et que en fait, ça va juste nous renforcer. Certes, ça peut être très compliqué et dans les moments qui sont très, très sombres, on peut avoir des pensées, destructrices, pardon. Mais c'est possible de s'en sortir même si on n'en voit pas le bout, en fait, à un moment. Il y a forcément un moment où on peut attraper une main ou trouver un chemin vers le mieux en fait. Faut se faire confiance. Alors c'est très compliqué, surtout quand ça va pas, mais c'est possible. Très bien, très beau message, merci beaucoup. C'est une belle façon de finir l'épisode. Donc, merci d'être venu raconter ton histoire. Avec plaisir. Ça fait plaisir aussi de voir ton évolution parce qu'au final, Oui. on s'était vu fin 2020, donc avant ton année Ah oui, oui. d'hospitalisation, Tout à tout fait. ça. Et c'est vrai que ça se ressent à quel point tu vas mieux Oui, de l'extérieur et tout. Enfin, oui, oui. Bah, ça se j'habitais voit. seule à l'époque et Ouais, là, je on me voit. rappelle dans ton petit studio et Ouais, tout, c'est où ça. j'étais venue avec mes micros. Donc là, vraiment, on voit la différence et ça fait plaisir. Ouais. Bah, Donc merci. c'est super de te voir comme ça. Et puis, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bah, de même. Je suis Voilà, très content d'avoir pu parler de ça parce que c'est vrai que c'est un sujet très, très tabou et pas Vraiment. assez connu en fait. Enfin, très méconnu. Mm. Carrément. Puis qui sait, peut-être un troisième épisode dans 2 ans Qui où sait? tu nous raconteras que tu as une petite maison en campagne Allez, avec ton chien on et fait que tout ça. va bien. Ce serait top en tout cas. Bah, merci encore et puis merci à vous aussi, bien sûr, d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous procurer mon livre Qui suis-je aux éditions Le Duc si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!